Notre séance d'aujourd'hui s'intitule « Féminisme, culture et contre-culture. L'avenir de l'homme n'est plus ce qu'elle était ». Et en fait, nous allons donc essayer de nous interroger durant cet après-midi sur le rôle qu'a pu jouer le féminisme dans la culture. Et nous allons nous demander si, en plus, bien évidemment, d'être un mouvement politique, le féminisme peut constituer une contre-culture, n'en constitue pas un, ou constitue plus qu'une contre-culture. Je laisserai évidemment les réponses sortir des tables rondes. Je voudrais surtout, en introduction, vous situer un peu notre problématique et les axes que nous avons choisi d'aborder plus spécifiquement. Et avant de commencer à parler d'axes, je voudrais d'abord essayer de vous dire ce que nous entendons quand nous disons culture. Si on y réfléchit, c'est pas simple de savoir ce qu'on dit quand on dit culture. Moi, je me suis exercée, là, il a bien fallu que quelqu'un s'y colle et essaye de trouver, de faire une introduction. Quand on en parle, ça va, mais après, quand on essaye de définir vraiment, ça devient un petit peu plus compliqué. Et donc, j'ai cherché de nombreuses définitions, j'ai cherché des définitions, j'en ai trouvé des très nombreuses, et je me suis dit, bon, il faut quand même que je fasse un choix. Et finalement, comme je suis de la génération du petit Robert, comme un certain nombre de mes collègues, je me suis dit, je vais rester calée dans ce que je connais. Donc, je vous cite deux des entrées, parce qu'il y en a beaucoup pour le mot culture. Je vous épargne évidemment la culture agricole, etc., et la culture personnelle. Donc, on parle de culture au sens civilisation ou groupe humain en tout cas. Et donc, ces deux entrées sont: la première, c'est ensemble des aspects intellectuels d'une civilisation, et la deuxième entrée, c'est ensemble des formes acquises de comportement dans les civilisations humaines. Ce qui, à mon sens, mais ça peut-être prêter à discussion, se résume assez... J'ai trouvé une autre définition, cette fois sur Internet, sur un dictionnaire du site qui s'appelle l'internaute.com, qui disait ensemble des aspects intellectuels et artistiques et des idéologies d'une civilisation. Et finalement, en ce qui concerne cette journée, il m'a semblé que ça résumait assez bien ce dont on voulait traiter, à savoir la production intellectuelle et ou artistique d'une communauté, sa diffusion dans cette communauté qui est à la fois génératrice d'idéologie, mais qui aussi se heurte au comportement collectif ou à l'idéologie, si on va être un peu rapide, de cette communauté. Donc, bon, évidemment, à un moment, il a bien fallu faire un choix. On n'allait pas traiter de la culture en général, parce que ce serait dilué et aurait sans doute été difficile à traiter en général. Donc nous avons décidé, les organisatrices, de nous concentrer sur deux domaines culturels, les sciences et les arts. Alors pourquoi les sciences et les arts? C'est qu'on a souvent tendance à opposer. D'ailleurs, c'est des domaines où on estime que les gens qui font des sciences ne sont pas forcément des artistes et inversement. Et en fait, il nous a semblé que c'était faux et que nous sommes persuadés, d'ailleurs, je devrais dire, que cette opposition n'est pas fondée, parce qu'il y a un processus pour nous qui est commun entre à la fois la démarche scientifique et la démarche artistique, qui est la création. Et puis surtout, choisir ça, c'est aussi choisir deux domaines où très certainement le féminisme a encore beaucoup à agir. C'est des domaines où le féminisme a encore beaucoup de choses à faire, parce que c'est deux domaines emblématiques justement ce qu'on peut dire, où on oppose souvent au féminisme le génie créateur. C'est-à-dire que l'opposition est particulièrement difficile et aiguë quand on en arrive au problème du génie créateur, et c'est donc deux domaines où les femmes ont particulièrement de mal à se faire leur place. Pour illustrer le fait que les femmes ont du mal à se faire une place, je prendrai
deux ou trois exemples rapides. Un exemple qui a à voir avec l'histoire, c'est-à-dire le nombre de femmes dans les histoires de l'art ou les encyclopédies. Je vous en citerai une, qui est le dictionnaire encyclopédique du théâtre, qui a été édité en 1991 par Michel Corvin, et je citerai un texte d'Aurore Evin, où elle dit « Il ne contient, ce dictionnaire encyclopédique du théâtre, donc, ne contient aucune notice consacrée à une dramaturge de l'Ancien Régime, et les autrices des siècles suivants atteignent vaillamment 3% de l'ensemble des auteurs répertoriés. » Donc c'était en 91, je ne suis pas loin de la spécialiste, mais il me semble que ça ne doit pas être très différent de 2010, et on va être très très large, et on va dire que peut-être on arrive à 10% d'entrées d'entrées femmes dans l'ensemble des auteurs. En tout cas, pour rendre à Aurore, à César Aurore, ce qui lui revient, elle dit ça dans une introduction au volume 1 du Théâtre des femmes de l'Ancien Régime. Je reviendrai à la fin sur ce volume, ce Théâtre des femmes de l'Ancien Régime. En ce qui concerne donc là, on parle de place des femmes dans l'histoire, des femmes dans l'histoire, à la fois de l'art, mais dans les encyclopédies scientifiques, c'est pas mieux la place des femmes. Si on parle d'aujourd'hui, je prendrai juste deux exemples. Je me suis amusée à aller regarder combien, dans le bilan du CNRS, combien il y avait de femmes dans les conseils scientifiques. Je ne parle même pas des laboratoires, je parle de positions un peu être dans un conseil scientifique a une vision politique, correspond à une fonction un peu plus politique. Et donc, si on est dans un conseil, si on prend le nombre de femmes dans les conseils scientifiques au CNRS, c'est à peu près 32%, ce qui n'est pas si mal, puisque ça représente à peu près le pourcentage de femmes au CNRS, mais évidemment, il y a des grandes variations, puisqu'on ne trouve que 16% dans les disciplines de l'ingénierie, 43% en SHS. C'est à la fois pas mal, c'est pas suffisant, puisque on ne voit pas pourquoi, lorsqu'il s'agit de prendre une décision, il n'y aurait pas la parité. Et puis, juste un autre chiffre, et j'arrêterai après avec les chiffres. Si on prend l'Institut Pasteur, j'ai pris au hasard, pour Catherine, mais elle ne m'écoute pas. Il y a 27%, si on prend là par contre le nombre de femmes qui dirigent des équipes dans cette grande institution parisienne qui se veut emblématique et élitiste, il y a 27% de femmes qui dirigent des équipes, qui dirigent une équipe à l'Institut Pasteur, ce qui est vraiment pas beaucoup. Et puis je rappellerai évidemment ce que tout le monde sait. Nous avons 40 immortels. L'Académie française, c'est sans doute le plus vieux et le plus grand symbole de la culture française, enfin le plus vieux. Et parmi ces 40 immortels, il y a 5 femmes, ce qui représente à peine un peu plus que 10%. Pas mal, oui. Peut mieux faire. Mais bien sûr, bon, c'est des chiffres qui sont un peu déprimants, mais en même temps, je ne voudrais pas non plus qu'ils occultent le fait qu'il y a eu des avancées quand même dans les 40 dernières années, que la place des femmes s'est améliorée dans la sphère culturelle en général, au sens large. D'abord parce que le féminisme n'a pas cessé de questionner de manière générale la culture officielle, où qu'elle soit, élitiste, enfin, quelle qu'elle soit, élitiste ou populaire, à la fois dans ses contenus, dans ses méthodes et dans ses postulats. Et que ce faisant, il a permis à des formes alternatives de création d'exister au sein de réseaux à la fois institutionnels, enfin, je dirais à la fois hors institution et parfois institutionnels, et qu'il a aussi permis que des gens, enfin, le féminisme a permis aussi des rencontres interdisciplinaires, interculturelles, dont ont émergé notamment ce dont on parlait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les études de genre. Et l'un des apports importants de ce nouveau mode de pensée féministe, c'est sans aucun doute, et je voudrais finir là-dessus, la mise en évidence de la présence des femmes dans l'histoire depuis très très longtemps, à vrai dire depuis aussi longtemps que les hommes, ce qu'on a tendance à oublier quand même carrément.
Dans le cas, je dirais, des deux domaines qui nous intéressent aujourd'hui, c'est vraiment important. Parce que, pour revenir au génie créateur qu'on nous oppose régulièrement, ou qu'on peut entendre encore aujourd'hui, quelle meilleure réponse, enfin, quand les gens vous disent oui, mais il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de grande écrivaine, il n'y a pas de grande peintre, il n'y a pas de grande musicienne, il n'y a pas de grande scientifique, et bien que, bon, quand même, il manque quelque chose aux femmes, quoi. Et en fait, quelle meilleure réponse que de leur expliquer que c'est pas vrai. Il y en a des femmes créatrices, il y en a des grandes femmes. Il n'y a pas que des grands hommes. Mais sauf que la culture patriarcale, elle a travaillé d'arrache-pied pour les effacer. Et je prendrais pour revenir à mon dictionnaire du théâtre des femmes de l'Ancien Régime, Aurore Evin et ses collaborateurs ont trouvé, entre 1530 et 1810, en plus de 60 pièces de théâtre écrites par des femmes qui n'étaient pas obscures, qui n'étaient pas des femmes qui n'existaient pas, qui écrivaient dans leur cuisine. Ces pièces, elles étaient montées, elles existaient, elles étaient montées dans des théâtres, même à la Comédie Française, si je ne me trompe pas. Et de la même façon, Florence Launay nous a expliqué à un colloque qui a eu lieu plus tôt cette année qu'elle avait trouvé, en cherchant pas beaucoup, pas très loin, une centaine de femmes qui avaient produit des œuvres de musique qui avaient été jouées. C'est-à-dire que, et je pense que beaucoup d'entre vous dans la salle, moi en tout cas, j'en connaissais quasiment aucune, enfin j'en connaissais quelques-unes, mais peu. Et donc, je voudrais... Bon, je crois que c'est important, et je laisserai, je sais que Adeline Gargam, dans la première table ronde, parlera des femmes scientifiques aussi dans ce sens-là. Il y a eu des femmes dans la culture en général, de tout temps. Voilà, donc j'en ai fini de mon introduction. Je vais donc, nous allons sous peu laisser la place à la première table ronde. Nous, comme vous le savez, les tables rondes fonctionnent sous le mode des questions-réponses aux intervenantes auxquelles nous avons demandé d'être là. Il y a juste une petite, par rapport aux autres semaines, nous avons, nous, deux modératrices par table ronde. En fait, la répartition des tâches, vous verrez, c'est bien défini. L'une a plus une fonction de présidente, ce qui est une façon aimable de dire qu'elle est là pour cadrer les débats, vérifier que le timing se fait de manière impeccable. Et l'autre intervenante, l'autre modératrice est plus là pour animer la table ronde. La première table ronde s'intitule « Un petit pas pour les femmes, un grand pas pour les sciences ». Elle sera modérée alors par deux personnes, mais dont une qui est sur le programme n'est pas là. Donc elle sera modérée à la place de Christine Canté, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre. Elle sera animée par Catherine Vidal, qui est neurobiologiste, comme beaucoup d'entre vous le savent, j'imagine, à l'Institut Pasteur, et qui est aussi membre du comité scientifique de l'IEC. Et la deuxième modératrice est Evelyne Père, que vous voyez à cette table, qui est paléontologue dans un laboratoire CNRS situé au Muséum national d'histoire naturelle, comme sans doute, j'imagine aussi beaucoup d'entre vous le savez, et qui est par ailleurs vice-présidente de l'IEC.